5 hommes franchirent une clôture sur une montagne isolée du Wyoming. Ils ignorèrent les avertissements. Ils se moquèrent des panneaux. Ils dégradèrent le terrain et proférèrent des menaces à l'encontre de la femme qui en était propriétaire. 72 heures plus tard, ils avaient disparu. Aucun corps au début, pas de sang, seulement des véhicules abandonnés et un silence assez lourd pour inquiéter les équipes de recherche. La femme qui vivait là disposait de dossiers précis, d'alibis solides et d'un passé que personne ne connaissait vraiment. Ce qui s'était produit dans ces montagnes ne fut jamais établi avec certitude. Mais après cet épisode, plus personne ne franchit jamais sa clôture. Depuis quelle ville du monde observez-vous cette histoire aujourd'hui ? Si vous appréciez les récits de forces silencieuses et les conséquences qui frappent ceux qui ignorent des avertissements clairs, pensez à vous abonner. C'est une histoire de limite, de respect et de ce qui arrive quand on confond le silence avec la faiblesse. À l'aube, des images de drones survolaient la chaîne des Absaroka. Crête après crête, des sommets de granit surgissaient, semblables à des dents brisées découpées sur un ciel d'hiver pâle. Le vent était le seul bruit perceptible sur des kilomètres. À cette altitude, aucune route, aucune ligne électrique, aucune trace humaine, hormis un unique chemin de terre serpentant dans la vallée comme une cicatrice, jusqu'à une cabane modeste adossée à la pente, installée au point le plus facile à défendre. La propriété s'étendait sur près de 260 hectares dans toutes les directions. Un territoire brut, sans indulgence, un lieu où la nature imposait ses règles et où les hommes n'étaient que de passage. Un endroit choisi par ceux qui souhaitaient disparaître. Mara Whitaker avait acheté ce terrain 18 mois plus tôt. L'agent immobilier avait été franc sur les difficultés. Des braconniers utilisaient ces terres depuis des années, les considérant comme leur terrain de chasse personnel. L'ancien propriétaire, le colonel Everett Kane, un officier du renseignement de la guerre froide désormais à la retraite, avait fini par renoncer à faire respecter les limites. Trop isolée, avait-il dit, trop vaste, et trop peu de conséquences. Elle avait écouté sans manifester la moindre réaction. Puis, elle posa 3 questions. Les limites du terrain sont-elles clairement délimitées ? Le titre est-il libre de toute charge ? Puis-je conclure la vente en espèces sous 30 jours ? À chaque question, la réponse fut oui. Elle signa sans négocier. 400 000 $ furent transférés en liquide depuis un compte basé à Norfolk. Elle ne posa aucune question supplémentaire sur l'ancien propriétaire, hormis ses coordonnées. Et elle n'expliqua jamais pourquoi une femme d'une quarantaine d'années choisirait de vivre seule sur une montagne, à près de 20 km du voisin le plus proche. Les limites de la propriété étaient plus visibles que dans la majorité du comté. Tous les 50 mètres, un poteau portait un panneau métallique solidement fixé. Propriété privée, défense de passé, les contrevenants seront poursuivis, des panneaux professionnels, résistants aux intempéries, impossibles à ignorer, sauf à décider volontairement de ne pas les voir. Des caméras de surveillance étaient dissimulées sur les arbres à des points stratégiques, leurs panneaux solaires captant la lumière du matin. La cabane, perchée en hauteur, offrait des lignes de vue dégagées sur le chemin d'accès et sur la prairie ouverte qui l'entourait sur 3 côtés. Toute personne approchant serait repérée bien avant d'arriver. Ce n'était pas un hasard. Chaque matin, elle parcourait la ligne de clôture. Ses mouvements étaient économes, précis, révélateurs d'années de discipline physique, grande, mince, sans le moindre excès. Ses mains étaient calleuses, marquées de cicatrices, des traces laissées par le travail, et par autre chose, plus difficile à nommer. Elle inspectait chaque poteau, chaque panneau, notant tout dans un carnet usé qu'elle gardait dans la poche de sa veste. Lorsqu'elle découvrit des empreintes de bottes franchissant la limite près de la crête orientale, elle s'arrêta. Son visage resta impassible. Elle photographia les traces, sous plusieurs angles, avec un appareil numérique enregistrant automatiquement les coordonnées GPS. Elle mesura la longueur des enjambées à l'aide d'un mètre. Elle observa le motif des semelles et le reproduisit soigneusement dans son carnet. Puis, elle reprit sa route. Dans la région, on la désignait simplement comme la femme qui avait acheté la propriété Kane. Elle descendait en ville une fois par mois pour se ravitailler. Elle ne parlait à personne si ce n'était pas nécessaire. À l'épicerie, elle payait comptant, chargeait son camion avec méthode et repartait sans bavardage. La caissière avait essayé, un jour, de lui demander d'où elle venait. Elle avait répondu par un sourire poli, sans fournir la moindre information.
Au bout de quelques mois, plus personne ne posa de questions. Elle devint un élément du paysage, visible mais incomprise, présente sans jamais participer. Sa routine était immuable. Chaque matin, le café était préparé exactement de la même manière. L'eau mesurée au millilitre près, le café pesait sur une petite balance numérique posée à côté de la presse française. Elle effectuait 30 tractions sur une barre fixée à l'encadrement de la porte. Posture parfaite, respiration contrôlée, aucune énergie gaspillée. Elle courait ensuite le périmètre de sa propriété, 8 kilomètres de terrain escarpé, et revenait à peine essoufflée. Le bois était fendu avec une efficacité presque scolaire. Chaque bûche de taille identique, séparée d'un seul coup net, révélant une force entretenue par des années de pratique. Le bois était empilé en rangées géométriquement parfaites contre le mur nord de la cabane, à l'abri de l'humidité. Un fusil de chasse était accroché au-dessus de la cheminée. Il était entretenu avec une régularité irréprochable. Mécanisme souple, canon brillant. Personne ne l'avait jamais vu chasser, pourtant l'entretien relevait presque du rite. Chaque dimanche matin, le fusil était décroché, démonté, nettoyé, huilé, puis remonté avec une précision méthodique, comme un cérémonial hérité d'une autre vie. Le soir, la table était recouverte de cartes topographiques, éclairées par la lumière d'une lampe. Les altitudes étaient notées au crayon. Les lignes de visée calculées à l'aide d'un rapporteur et d'une règle métallique. Dans les marges, des annotations serrées, écrites d'une main fine et rigoureuse, la trace de quelqu'un qui avait passé des années à consigner des informations vitales. Sa façon d'entrer dans sa propre cabane révélait ce que la plupart des gens n'auraient jamais remarqué. Elle balayait instinctivement les angles. Sa main se portait vers sa hanche, là où une arme de poing aurait normalement reposé, bien qu'elle n'en porte jamais durant la journée. Elle dormait sur un lit de camp, positionné de manière à voir à la fois la porte et la fenêtre, pas le lit fourni avec la cabane. Celui-ci restait inutilisé, encore couvert des couvertures de l'ancien propriétaire. Une seule photographie reposait sur le manteau de la cheminée, retournée face contre bois. Elle était là depuis son arrivée, volontairement cachée, comme si la regarder avait un prix qu'elle refusait de payer. La cabane était austère mais ordonnée. Chaque objet avait sa place. Rien d'inutile. C'était l'habitat de quelqu'un qui avait vécu pendant des années avec le contenu d'un sac à dos et qui ne s'était jamais tout à fait adapté à la notion de permanence. 3 semaines après avoir photographié les premières empreintes, les caméras de surveillance captèrent quelque chose qui changea tout. 3 pick-up franchirent un panneau défense de passé sans même ralentir. À travers les vitres couvertes de poussière, on distinguait des hommes armés, riant entre eux. Tstia. L'horodatage indiquait la fin d'après-midi. Les coordonnées GPS les situaient à plus de 13 km à l'intérieur de la propriété, bien au-delà de toute excuse crédible d'erreur ou de confusion. Elle observa les images sur son ordinateur portable. Assise dans la cabane, le visage parfaitement neutre, elle rembobina, regarda de nouveau, figea l'image sur une plaque d'immatriculation et agrandit jusqu'à rendre les chiffres parfaitement lisibles. Immatriculation du Wyoming. Elle saisit les données dans une base à laquelle elle n'aurait jamais dû avoir accès. La réponse arriva en quelques secondes. Logan Pierce, 43 ans. 3 arrestations pour violence conjugale, 2 affaires classées, une condamnation avec peine suspendue. Adresse actuelle, Whitefish. Elle lança ensuite la recherche sur les 2 autres plaques visibles. Des parcours similaires, des hommes avec des dossiers, des hommes qui avaient appris que certains comportements restaient impunis, à condition de choisir le bon endroit. Elle ouvrit un tiroir. À l'intérieur se trouvait un téléphone satellite qu'elle n'avait jamais utilisé. Toujours dans son emballage d'origine, batterie chargée, compte actif. Elle le fixa longuement. Sa main resta suspendue au-dessus, les doigts tremblant à peine. Puis elle referma le tiroir sans le prendre. À la place, elle sortit un autre carnet. Celui-ci n'était pas un simple journal de documentation. Il contenait des notes remontant à plusieurs mois. Nom, description de véhicule, habitudes, horaires, schémas récurrents. Elle les observait depuis longtemps. Bien avant qu'il sache seulement qu'elle existait. En bas de la dernière page, elle écrivit une seule ligne, d'une écriture calme et appliquée. Jour 83, première violation officiellement documentée. Puis elle referma le carnet et revint à ses cartes.
Le camp de chasse était installé avec professionnalisme. 5 hommes, âgés d'une trentaine à une cinquantaine d'années, avaient établi leur base à plus de 13 km à l'intérieur de la propriété, loin de toute route, dans une zone accessible uniquement en véhicules tout-terrain. Ils disposaient de stations de découpe portables, de fusils haut de gamme, d'optiques coûteuses. Ce n'étaient pas des amateurs égarés par accident sur un terrain privé. Le camp était structuré, efficace, manifestement monté par des hommes habitués à ce genre d'opération. Ils dépeçaient un wapiti avec des gestes précis, sans hésitation, sans mouvement superflu. L'un d'eux jeta une canette de bière vide dans le ruisseau qui longeait le camp. Un autre s'approcha d'une borne de délimitation et urina dessus en riant. Les échanges radio étaient détendus, méprisants. Logan, le chef du groupe, début quarantaine, portait cette assurance que développent les hommes qui n'ont jamais subi de véritables conséquences. Il évoqua les nouveaux panneaux sur la clôture avec amusement. Samuel Crow, plus âgé et plus prudent, demanda s'il ne devrait pas s'inquiéter du nouveau propriétaire. Logan éclata de rire. Personne ne faisait appliquer quoi que ce soit ici. Une femme venue de la ville avait acheté ces terres, dit-il. Elle ne montait probablement même pas aussi haut qu'Emoo. Elle devait jouer à l'ermite dans sa cabane. Ethan Rowe, le plus jeune, 30 ans à peine, afficha un sourire bravache. « Elle ne sait sûrement même pas qu'on est là, » lança-t-il. « Et quand bien même, qu'est-ce qu'elle pourrait y faire ?» Logan approuva d'un sourire. Le shérif était à 3 heures de route, sur de bonnes routes. Les services forestiers ne se déplaceraient jamais pour une simple intrusion. Ils fréquentaient ces montagnes depuis 15 ans. Personne ne les avait jamais arrêtés. Et personne ne le ferait. Le problème n'avait rien de nouveau. Dans le comté de Park, 2 adjoints seulement couvraient près de 6000 km² de terrain montagneux. Le temps d'intervention à cette altitude variait entre 4 et 6 heures, à condition que les routes soient praticables et que la météo coopère. Pour une plainte pour intrusion, un délit mineur, la priorité était faible. L'ancien propriétaire, le colonel Everett Kane, avait déposé des dizaines de signalements au fil des années. Rien n'avait jamais changé. Les braconniers connaissaient les chiffres. Ils comprenaient la réalité du terrain. À cette distance, l'application de la loi relevait presque de la théorie. Les conséquences étaient abstraites. Les limites n'étaient que des suggestions, pour ceux qui choisissaient de les respecter. La cabane de Mara Whitaker baignait dans la lumière chaude d'une lampe. Ce soir-là, elle était assise à la table, penchée sur ses cartes. Des punaises rouges marquaient chaque point où les caméras avaient détecté une intrusion. 17 au total, 17 violations documentées, 17 décisions conscientes d'ignorer des avertissements pourtant sans ambiguïté. Elle glissa la main sous le lit et tira le coffre verrouillé. À l'intérieur se trouvait du matériel qui n'avait rien à faire dans une habitation civile. Des optiques de vision nocturne de qualité militaire, des jumelles télémétriques capables de mesurer une distance à moins d'1 mètre près, à plus d'1 kilomètre. Un gilet tactique. Dans la pénombre, un insigne effacé apparaissait à peine. Un trident de cils, usé mais immédiatement reconnaissable. Sa main resta suspendue au-dessus du gilet. Elle demeura immobile plusieurs secondes. Sa respiration ralentit. Puis, elle referma le coffre sans rien en sortir. À la place, elle ouvrit un autre tiroir. Le carnet Moleskine, usé par le temps, n'était pas un simple journal. Elle en tourna les pages. Noms, description de véhicules, trajectoire, fréquence de passage, comportements observés. Elle les surveillait depuis des mois. Elle étudiait leurs habitudes. Elle comptait le nombre de fois où ils ignoraient les avertissements, attendant le moment où l'escalade deviendrait inévitable. Sur une page vierge, elle écrivit soigneusement « Jour 83, schéma établi, escalade anticipée ». Puis elle régla l'alarme de sa montre sur 4 heures du matin et s'assit dans l'obscurité, attendant l'aube. Au cours des 6 semaines suivantes, les intrusions augmentèrent exactement comme elle l'avait prévu. Les caméras captèrent les mêmes brouillons véhicules de plus en plus souvent. Un 6e homme apparut. Du matériel fut laissé sur place. Les déchets s'accumulèrent. Les dégradations devinrent délibérées. Ils ne se contentaient plus de passer. Ils s'installaient. Ils revendiquaient un territoire qui ne leur appartenait pas. Elle posa de nouveaux panneaux, au message encore plus explicite, surveillance active. Toute intrusion est documentée. Les autorités ont été informées. Des poursuites seront engagées dans toute la mesure de la loi.
En bas de son carnet, elle nota « Jour 121, avertissement supplémentaire installé ». L'escalade se poursuit. La réponse des braconniers fut filmée. L'un d'eux utilisa le nouveau panneau comme cible, tirant dessus à répétition pendant que les autres riaient. Les images les montrèrent en train d'installer un camp semi-permanent, de creuser un foyer, de stocker du matériel dans un abri improvisé. Il n'établit plus de passage. Il prenait possession des lieux. Elle descendit en ville, 45 minutes de route sur des chemins défoncés qui se transformaient en bourbiers à la moindre pluie. Le bureau du shérif était petit, en sous-effectif, écrasé par la charge d'un comté trop vaste et trop vide pour être réellement contrôlé. L'adjoint Lucas Hale, à peine la trentaine, affichait le regard fatigué de quelqu'un qui enchaînait les gardes sans jamais rattraper le retard. Elle s'approcha du comptoir et fit glisser un dossier. À l'intérieur, des photographies imprimées, des numéros de plaques, des horodatage, des coordonnées GPS. Lorsqu'elle parla, sa voix était calme, maîtrisée. 5 hommes sont entrés sur ma propriété 43 fois en 4 mois. Leurs noms et leurs adresses sont là. Ils braconnent, ils vandalisent. Ils ont été avertis à plusieurs reprises. Hale parcourut les documents avec l'expression de quelqu'un qui avait déjà vu ce genre de situation et qui savait comment elle se terminait. Il promit d'ajouter le tout au rapport. Le shérif Michael Rowan pourrait sans doute envoyer quelqu'un la semaine suivante, à son retour d'un séminaire de formation à Casper. Elle répéta calmement la date. La semaine prochaine. Hale parut mal à l'aise. Il expliqua que le comté était immense, que les ressources manquaient. Puis, avec prudence, il suggéra peut-être qu'elle devrait envisager de vendre. C'était un pays rude pour quelqu'un de seul. Cette propriété avait toujours posé problème. Il s'interrompit en réalisant ce que ces mots impliquaient. Elle le fixa. « Finissez votre pensée. Pourquoi faire ?» Il se reprit aussitôt. Il voulait simplement dire que gérer autant de terrain seul devait être éprouvant, que la plupart des gens trouveraient cela écrasant. L'isolement, la distance avec toute aide. Elle récupéra son dossier et se tourna pour partir. Avant de franchir la porte, elle se retourna. « Je gérerai. » En sortant, elle passa devant un tableau d'affichage couvert d'annonces locales. Parmi les ventes de garage et les avis d'animaux perdus, une affiche attira son regard. Thomas Wilcox, disparu depuis 6 mois, dernière randonnée connue, chaîne d'Eagle Crest. La photo montrait un homme d'une 50aine d'années, souriant, en bonne santé, équipé de matériel de randonnée haut de gamme. Elle s'arrêta. Pendant quelques secondes, elle étudia l'affiche. Son expression changea subtilement. Quelque chose entre la reconnaissance et la décision. Elle savait ce qui arrivait à ceux qui sous-estimaient la montagne, à ceux qui pensaient que la préparation était optionnelle, à ceux qui ignoraient les avertissements parce qu'ils n'avaient jamais subi de véritables conséquences. Puis, elle quitta le bâtiment sans un mot de plus. 4 nuits plus tard, les caméras captèrent autre chose. Les braconniers se trouvaient à l'intérieur du périmètre clôturé, à moins de 200 mètres de la cabane. L'horodatage indiquait presque minuit. L'un d'eux urina sur le porche, un autre tagua des insultes sur le cabanon. L'audio enregistrait leurs voix sans difficulté. « Voyons si la femme sort. » Ils braquèrent des projecteurs sur les fenêtres, firent rugir les moteurs de leur pick-up. Une intimidation calculée destinée à la pousser à partir, à lui faire comprendre qu'elle n'était pas la bienvenue chez elle. Ils étaient convaincus que les limites ne signifiaient rien lorsqu'on avait le nombre et la certitude que la loi se trouvait trop loin pour intervenir. Le harcèlement dura 20 minutes. À l'intérieur de la cabane, plongée dans l'obscurité, Mara Whittaker resta parfaitement immobile. Les rideaux étaient nirés, mais par une étroite fente, elle observait les faisceaux lumineux balayer les murs. Elle ne bougea pas, ne réagit pas. Elle se contenta de regarder avec la patience de quelqu'un qui avait passé des années dans des situations où le moindre mouvement équivalait à une condamnation. Lorsque les pick-up finirent par s'éloigner, moteur hurlant dans une jubilation arrogante, elle sortit. Les dégâts furent consignés avec méthode. Photographies prises sous plusieurs angles, mesures précises, notes consignées d'une écriture calme et régulière, identique à celle qui remplissait tous ses carnets. Puis, elle rentra. Cette fois, lorsqu'elle ouvrit le coffre verrouillé, elle en sortit le contenu avec une précision calculée. Le gilet tactique d'abord. Son insigne usé capta brièvement la lumière de la lampe.
un trident de cils, patiné par des années d'usage. Puis vinrent un monoculaire de vision nocturne, des jumelles télémétriques, un GPS portatif, un sac léger contenant de quoi tenir 3 jours sur le terrain. Elle disposa chaque élément sur la table avec le soin de quelqu'un accomplissant un rituel ancien, parfaitement maîtrisé. Les cartes topographiques furent étalées. Un autre carnet apparut, plus petit, noir, rempli de calculs techniques, correction d'altitude, analyse des vents, géométrie des lignes de vue, estimation de distance pour des points précis du relief. Elle commença à annoter les cartes avec une précision presque chirurgicale. À l'aide d'un rapporteur, elle calcula des angles depuis les hauteurs de la montagne, traça des axes d'observation, nota des distances, planifia des zones de contrôle, non pas pour tirer, mais pour voir, anticiper, maîtriser. Sur la dernière page du carnet noir figurait un numéro de téléphone, écrit à la main, indicatif de Virginie. Aucun nom. Elle le fixa longuement. Sa main se dirigea vers le tiroir contenant le téléphone satellite, puis s'arrêta. Le souvenir surgit sans prévenir. Toujours le même, toujours dans le silence, lorsqu'elle planifiait dans l'ombre. Syrie, 2017, Der ez-Zor, lors de l'offensive finale pour reprendre la ville. Elle avait 37 ans, encore en service actif, encore convaincue que les missions comptaient, que ce qu'elle faisait avait un sens. La planque était un bâtiment de 3 étages, béton et ferraille, éventré par les combats précédents. 9 otages retenus au sous-sol, des humanitaires, des journalistes, un médecin français resté trop longtemps pour aider les civils. Le renseignement était clair, exécution prévue à l'aube, 48 heures pour planifier, 12 heures pour se positionner, 90 secondes pour agir. Elles étaient allongées sur le toit d'un hôpital bombardé, à 1300 mètres de l'immeuble cible. À ses côtés, sa tireuse d'élite d'appui, la sergente Nora Whitfield. Elles travaillaient ensemble depuis 3 ans. Nora avait 31 ans, affûtée comme une lame, imperturbable sous pression. Elle lisait le vent mieux que quiconque. 7 gardes visibles à l'imagerie thermique, 7 cibles, 90 secondes avant l'intervention de la force de réaction rapide. Après cela, les otages seraient exécutés par vengeance. La voix de Nora résonna dans son oreillette, calme, posée. Vent nord-ouest, 10 km/h, distance 1300 mètres. Première cible immobile sur le toit. Deuxième en patrouille à l'entrée nord. Feu vert quand tu veux. Le monde de Mara se réduisit à la lunette. Sa respiration ralentit. Son rythme cardiaque apparaissait dans le réticule comme une pulsation douce. Elle trouva l'instant entre 2 battements. L'endroit où tout s'arrête. Premier tir. Le silencieux étouffa le bruit sans l'effacer totalement. La cible s'effondra. Deuxième tir. 4 secondes plus tard, deuxième cible neutralisée. Nora annonçait déjà les corrections pour la 3e. Le vent tourne. 2 clics à droite. 3e tir. Puis le 4e. Le 5e. Le 6e. Le 7e. 90 secondes. 7 cibles à terre. L'équipe d'extraction entra immédiatement en action. 9 otages furent sortis vivants, terrorisés, mais en vie. Mission accomplie. Puis vint l'extraction. L'engin explosif improvisé était dissimulé dans des gravats identiques à tous les autres, dans une ville réduite en ruines par des mois de bombardement. La détonation frappa le véhicule arrière. Nora se trouvait à bord. Mara entendit l'explosion à la radio, puis les cris, puis le silence. Nora était morte avant même l'arrivée de l'évacuation médicale. 31 ans, 3 déploiements, morte en sauvant des gens qui ne connaîtraient jamais son nom. Mara termina la mission, rédigea le rapport post-opération, assista à la cérémonie commémorative avec le reste de l'unité, reçut la Navy Cross lors d'un événement dont elle ne gardait aucun souvenir précis. Elle pensait seulement à la façon dont Nora aurait plaisanté, sur l'uniforme de cérémonie, sur son inconfort, sur le fait qu'on devrait remettre les médailles dans des vêtements décents. Elle quitta l'armée 6 mois plus tard. Libération honorable, 12 années de service actif, 23 éliminations confirmées, des opérations dans 4 pays. Une nomination à la Medal of Honor rétrogradée en Navy Cross, l'opération étant classifiée et ses détails impossibles à rendre publics. Elle acheta ensuite l'endroit le plus isolé qu'elle put trouver, construisit une existence fondée sur la distance et la discipline. Elle ne se cachait pas. Elle avait choisi la paix. Mais la paix exige des limites. Et les limites n'existent
que si quelqu'un est prêt à les faire respecter. La photographie sur le manteau de la cheminée représentait Nora, souriante, en tenue désertique, debout devant un véhicule de transport, le soleil couchant embrasant l'horizon derrière elle. La photographie était restée retournée depuis son arrivée. La regarder avait un prix. Elle rappelait ce qu'elle avait perdu. Elle rappelait surtout ce qu'elle avait été. Mara chassa le souvenir d'un effort volontaire et revint au présent, aux cartes étalées devant elle, à la décision déjà prise. Elle ouvrit le tiroir et en sortit le téléphone satellite. Elle l'alluma. L'écran diffusa une lueur bleutée dans l'obscurité de la cabane. Un seul contact était enregistré. Un numéro. Aucun nom. Son pouce resta suspendu au-dessus du bouton d'appel pendant plusieurs secondes, puis elle appuya. La sonnerie retentit 3 fois avant qu'une voix ne réponde, rugueuse, mesurée, immédiatement alerte malgré l'heure tardive. La voix de quelqu'un qui avait passé sa vie à répondre à des appels au milieu de la nuit. Albrook. Colonel, ici Mara Whittaker. Un silence bref suivit. Pas de surprise. Juste une reconnaissance différée. Mara? Ça fait longtemps. Toujours là-haut, sur cette propriété perdue du Wyoming? Oui, monsieur, j'ai eu une situation. Elle exposa les faits avec une précision clinique, les intrusions, l'escalade, le harcèlement nocturne, l'absence totale de réaction des autorités. Elle ne demandait pas d'aide, elle cherchait autre chose, une confirmation, une évaluation. L'assentiment de quelqu'un qui avait déjà été confronté à ce genre de décision. Le colonel Raymond Albrook l'écouta sans l'interrompre. Quand elle eut terminé, un long silence s'installa. Puis il parla, sa voix chargée de décennies d'expérience acquises dans des lieux absents de toute carte. Tu as les relevés de Kane, les postes d'observation de la guerre froide? Oui, monsieur, ils étaient notés dans la cave. Ligne de vue, données d'altitude, cartographie acoustique. Bien, Kane et moi avions envisagé ce scénario dès 1986. On pensait que les soviétiques y pourraient tenter d'installer des points de reconnaissance en altitude. Ça n'est jamais arrivé. Mais les positions défensives au colis sont solides. Il marqua une pause. Tu sais à qui tu as affaire. 5 chasseurs expérimentés, bien armés, habitués au terrain. Aucun respect pour les limites ni pour les avertissements. Un son bref traversa la ligne, presque un rire sombre. Tu comprends donc que ce n'est pas une question de force. C'est une question de peur. Si tu utilises correctement ce terrain, tu n'auras pas besoin de tirer un seul coup. Fais-leur croire que quelque chose les traque. Fais-les paniquer. La montagne fera le reste. Ils restèrent tout silencieux quelques secondes. Quand Mara parla de nouveau, sa voix était basse, contenue. Est-ce encore de la défense? S'ils meurent, s'ils sont sur ma propriété après des avertissements documentés et des menaces directes, si les forces de l'ordre refusent d'intervenir, si je ne les touche pas, si je ne tire jamais? Albrook hésita. Je ne suis pas juriste, Mara, mais j'ai passé 30 ans dans des endroits où la loi n'arrivait pas. Ce que je peux te dire, c'est ceci. Les limites comptent, la peur est une arme, et le terrain est ton meilleur allié. Il conclut calmement. Ce que ces hommes feront de leur peur leur appartient. Pas à toi. L'appel dura 4 minutes. Lorsqu'elle raccrocha, Mara effaça immédiatement le journal d'appel, retira la batterie et mit le téléphone de côté pour s'en débarrasser plus tard, correctement. Sur une page vierge de son carnet noir, elle écrivit d'une main nette, jour 147, tous les avertissements épuisés, début de la défense territoriale. Elle programma l'alarme de sa montre pour 4 heures du matin. Puis, elle s'assit dans la cabane plongée dans le noir et attendit l'aube. Lorsque le soleil se leva, elle quitta la cabane, le fusil en bandoulière, le sac léger solidement arrimé. Elle ne se dirigea ni vers la route ni vers la vallée. Elle monta. Elle s'enfonça dans le terrain le plus dense, suivant des passages inexistants sur toute carte. Ses mouvements étaient réfléchis, précis. Ce n'était pas de la chasse, c'était du positionnement. La caméra ne la suivit pas dans la forêt. L'image s'éteignit, tandis qu'elle disparaissait entre les arbres, se fondant dans la montagne elle-même. 72 heures plus tard, les communications radio qui émergèrent étaient confuses et paniquées. Des voix différentes, toutes effrayées, crépitant sur des fréquences d'urgence que les équipes de secours récupéreraient plus tard sur du matériel abandonné. Logan Pierce ne répondait plus à la radio. Son traceur GPS indiquait que son pick-up se trouvait toujours à l'ancien camp. Moteur froid, portières ouvertes. Mais lui n'y était pas.
Le camp donnait l'impression d'avoir été quitté en pleine préparation du repas. De la nourriture à moitié cuite, sur un feu réduit à des braises, des fusils appuyés contre des arbres. Sécurité enclenchée. Ethan Rowe avait manqué son point de contrôle depuis 6 heures. Son téléphone tombait directement sur la messagerie. À l'aube, sa femme appela le bureau du shérif. Il appelait toujours, toujours. Même dans l'arrière-pays, même avec un signal instable. Il trouvait une hauteur, une barre de réseau, envoyait un message. Cette fois, rien. Samuel Crowe ne répondait pas non plus. La dernière transmission reçue était brouillée, hachée. Il parlait de partir, de quelque chose qui n'allait pas. Puis, le silence. Quelqu'un proposa de monter les chercher. Une autre voix, plus hésitante, répondit « Non. Il y a quelque chose qui cloche, il faut appeler le shérif. » Cette hésitation trahissait une intuition profonde. Monter là-haut était une erreur. Quoi qu'il soit arrivé à leurs amis, c'était encore là, quelque part, dans la montagne. Le shérif Michael Rowan avait 55 ans. Il avait vu suffisamment de choses dans le comté de Park pour reconnaître ce malaise particulier. L'appel radio arriva à 6 heures du matin, l'arrachant à un café devenu froid tandis qu'il consultait des rapports budgétaires. Plusieurs disparitions. Tous des chasseurs expérimentés. Tous vus pour la dernière fois dans le même secteur de la chaîne des Absaroka. Le shérif Michael Rowan gravit la route de montagne en compagnie de l'adjoint Lucas Hale. Ils longèrent la limite de la propriété Whitaker, clairement signalée par ses panneaux nets et professionnels, impossibles à ignorer. Le véhicule avançait dans un silence presque total, troublé seulement par le crissement du gravier sous les pneus et le grésillement intermittent de la radio, qui transmettait leur position au central. Ce fut Hale qui rompit le silence prudemment. « Combien de personnes recherchons-nous ? » 3 ne répondent plus du tout. 2 autres n'ont pas donné signe de vie depuis 4 jours. Tous des chasseurs, avec permis, pour la forêt nationale adjacente. Rowan gardait les yeux fixés sur la route, les mains fermes sur le volant. Ils ont peut-être franchi la limite de la propriété Whitaker. On sait qu'ils le faisaient depuis des mois. Hale hésita avant de reprendre. « Vous pensez qu'il s'est passé quoi là-haut ?» Rowan ne répondit pas tout de suite. Il pensait au dossier qu'elle avait déposé 2 semaines même plus tôt. 43 violations documentées, des noms, des adresses, des plaques d'immatriculation. Un travail méticuleux, professionnel, le genre de documentation produite par quelqu'un qui connaissait les procédures, quelqu'un qui savait bâtir un dossier solide. Il pensait aussi à la vérification d'antécédents qu'il avait lancée après son départ, celle qui s'était heurtée à des murs auxquels il n'avait pas l'habilitation d'accéder. Emploi au département de la Défense, détails caviardés, dossiers de services scellés, historique d'adresse passant de Norfolk à Oceanside, puis Coronado, avant de disparaître dans des lieux non répertoriés parce que classifiés. Ils découvrirent le premier véhicule avant midi. Le pick-up de Logan Pierce était immobilisé dans une petite clairière, à plusieurs kilomètres de toute route entretenue, encerclé de pins qui bloquaient la lumière et maintenaient le sol dans une ombre permanente. Les portières étaient grandes ouvertes, comme des ailes brisées. Les clés pendaient toujours au contact, attachées à un porte-clés en forme de tête d'élan. 2 fusils reposaient contre le capot, jamais tirés. Sécurité enclenchée. Une tasse de café trônait sur le capot, un fond de liquide encore visible, depuis longtemps refroidi. Il n'y avait pas de sang, pas de traces de lutte, aucun signe de violence. Seulement cette impression écrasante d'absence, comme si les hommes avaient été effacés en plein mouvement. Rowan fit lentement le tour du véhicule, observant le sol avec l'œil exercé de quelqu'un qui avait passé 30 ans sur des scènes de crime. Hale vérifia la radio à l'intérieur du pick-up, toujours réglée sur leur fréquence. Dernière transmission enregistrée il y a 3 jours. « Je vais vérifier la crête. Peut-être qu'on verra la cabane de là-haut. » Rien après. Rowan s'accroupit près du véhicule, examinant les empreintes dans la terre meuble. Plusieurs traces, toutes s'éloignèrent du camion, pas des pas. Une fuite, les enjambées étaient trop longues, l'enfoncement trop profond. Les talons frappaient le sol avec violence. Ces hommes avaient couru à travers la forêt dense. Ils fuyaient quelque chose. Rowan releva la tête et observa la montagne qui se dressait au-dessus d'eux. Des kilomètres de terrain capables de dissimuler n'importe quoi. Un terrain qu'une personne connaissant chaque relief pouvait exploiter d'une manière inimaginable pour de simples visiteurs. « Faites venir les équipes de recherche et de secours », dit-il à voix basse, «
et amenez-moi Mara Whitaker. L'opération de recherche débuta dans les heures qui suivirent. Les équipes de secours du comté de Park furent mobilisées, renforcées par des volontaires de 3 comtés voisins. Des hélicoptères équipés de caméras thermiques balayèrent des quadrillages couvrant près de 100 km² de nature sauvage. Des chiens spécialisés progressaient dans un terrain qui leur résistait à chaque pas. Mais avant que le dispositif ne soit totalement déployé, Rowan prit la route de la cabane, 40 minutes sur des chemins qui méritaient à peine ce nom, gagnant en altitude jusqu'à ce que ses oreilles se bouchent et que l'air se raréfie. Il avait appelé en chemin. Aucune réponse, ce qui ne l'étonna pas. Lorsqu'il arriva, Mara Whitaker se trouvait dehors, en train de fendre du bois à la hache. Le rythme était régulier, presque mécanique. Chaque coup était précis. Chaque bûche se séparait net. Elle aperçut le véhicule de patrouille, posa la hache et s'essuya les mains sur son jean. Elle n'avait pas l'air surprise, ni inquiète. Elle ressemblait à quelqu'un qui attendait cette visite et qui s'y était préparé. La cabane correspondait exactement à ce que Rowan imaginait, et à rien de ce qu'il attendait en même temps. Austère, mais parfaitement ordonnée. Des sols propres malgré la saison boueuse. Aucun signe d'activité inhabituelle, seulement une vie quotidienne normale. Le fusil au-dessus de la cheminée était rangé dans son étui. Lorsqu'il demanda à l'examiner, elle le lui tendit sans la moindre hésitation. L'arme sentait l'huile, pas la poudre, le canon était impeccable, la culasse fluide, parfaitement entretenue. Elle n'avait pas été utilisée récemment, peut-être pas depuis des mois. Ses bottes reposaient près de la porte, propres, sèches, aucune trace de boue, aucun indice d'une excursion de 3 jours dans un terrain hostile. Tout indiquait une femme restée chez elle ces derniers jours, occupée à l'entretien courant, vivant son existence solitaire et régulière. Rowan expliqua la raison de sa visite. 5 chasseurs avaient disparu. Avait-elle vu quelqu'un sur sa propriété récemment ? Sans dire un mot, elle se dirigea vers son ordinateur portable. À l'écran apparut un dossier intitulé « Documentation, intrusion ». Elle fit défiler les fichiers avec méthode. Horodatage, coordonnées GPS, plaques d'immatriculation croisées avec les registres de véhicules. Une organisation d'une rigueur quasi militaire. Puis, elle ouvrit la vidéo du harcèlement, enregistrée 4 nuits plus tôt. Rowan se pencha en avant pendant que les images défilaient, les projecteurs balayant les fenêtres, les moteurs hurlant, les graffitasques sur le cabanon. L'enregistrement sonore ne laissait échapper aucun mot. Voyons si la femme sort. Le shérif Rowan visionna la séquence 2 fois. Sa mâchoire se crispa légèrement. Mara ouvrit alors un dossier cartonné posé à côté de l'ordinateur. À l'intérieur, des photographies imprimées remontant sur 4 mois. 43 violations documentées, chacune classée, datée, localisée, avec le soin méthodique de quelqu'un qui constituait un dossier juridique ou recueillait du renseignement. Lorsqu'elle parla, sa voix resta parfaitement calme. Ces hommes pénètrent sur ma propriété depuis que je l'ai achetée. J'ai tout documenté. J'ai déposé des signalements. Ces images datent de 4 nuits. Ils se sont approchés à moins de 200 mètres de ma cabane, ont vandalisé mes biens et m'ont menacé. Après cela, je suis resté à l'intérieur pour ma sécurité. Rowan posa alors la seule question qui comptait vraiment. « Vous ne les avez pas vus partir ?» Elle soutint son regard sans détour. « Je reste à l'intérieur lorsqu'ils sont sur ma propriété, pour ma sécurité. » C'était une réponse parfaite, raisonnable, défendable, impossible à contester. Lucas Hale demanda ce qu'elle avait fait après leur départ. Elle désigna le cabanon visible par la fenêtre. « J'ai nettoyé les graffitis. J'ai documenté les dégâts. J'ai envisagé de déposer un nouveau rapport. Mais je ne pensais pas que cela changerait quoi que ce soit. L'implication était claire, sans jamais être accusatrice. Elle avait fait tout ce que la loi permettait. Et elle n'avait reçu aucune aide, seule, isolée, soumise à des menaces répétées, sans soutien des autorités. Qu'aurait-elle pu faire de plus ? Rowan demanda s'il pouvait jeter un coup d'œil à l'intérieur. Mara répondit qu'elle préférerait la présentation d'un mandat, mais que si cela pouvait accélérer la recherche des hommes disparus, il était libre de fouiller. C'était exactement la bonne réponse, celle de quelqu'un qui n'avait rien à cacher. Ils inspectèrent la cabane pendant une 30aine de minutes. Ils ne trouvèrent rien de suspect, aucun équipement dissimulé,
aucune trace de boue récente, aucun indice de préparation ou de retour d'une expédition en terrain sauvage. Le gilet tactique reposait dans son étui sous le lit. Le matériel de vision nocturne était intact à sa place. Tout était exactement comme on l'attendrait chez une personne possédant du matériel militaire sans l'avoir utilisé récemment. Sur la table se trouvait le carnet Moleskine, celui consacré aux intrusions. Avec son accord, Hale le prit et feuilleta des mois de relevés méticuleux. La dernière entrée était datée de la nuit du harcèlement. Jour 147, vandalisme constaté, nettoyé et documenté. Force de l'ordre dans l'incapacité d'intervenir. Rowan leva les yeux. « Vous tenez des registres très précis. Ce n'était pas une accusation, juste un constat. » Elle répondit sans émotion. « Quand des gens ignorent vos limites, la documentation devient essentielle. Je l'ai appris pendant mon service. » Rowan releva immédiatement la référence. « Vous avez servi. » Un bref silence suivit, assez long pour être remarqué. Elle soutint son regard. « Oui. Dans quelle arme ? » ?»« La Navy. »« Et vous faisiez quoi dans la Navy ?» Cette fois, le silence s'étira davantage. Elle savait ce qu'il cherchait réellement. Elle savait qu'il tentait d'obtenir des informations qu'aucune base de données publique ne lui fournirait. Sa réponse fut simple et définitive. « Mon travail. » Le silence qui suivit était lourd. Rowan savait qu'il y avait plus. Il savait qu'elle ne disait pas tout. Mais il savait aussi qu'il n'avait aucun levier, aucune preuve, aucun fondement légal pour aller plus loin. Il la remercia pour sa coopération et lui demanda de l'appeler si elle voyait ou entendait quoi que ce soit. Elle répondit qu'elle le ferait. Sur le chemin du retour vers le véhicule, Hale parla à voix basse. « Elle fait quelque chose, j'en suis sûr. » Rowan ouvrit la portière. « Prouvez-le. » Hale commença à protester, mais Rowan l'interrompit. « Vérifiez quoi ? 260 hectares de nature sauvage, elle a des preuves de mois de harcèlement. Elle a accepté une fouille sans mandat. Nous n'avons rien. » L'opération de recherche qui suivit fut massive à l'échelle du comté. Pendant 6 jours, les équipes de secours ratissèrent plus de 100 km² de terrain. Des hélicoptères équipés de capteurs thermiques quadrillèrent des zones si escarpées que les équipes au sol peinaient à progresser. Des chiens de recherche suivirent des pistes qui semblaient se dissoudre dans l'air, laissant leurs maîtres perplexes. Des volontaires de 3 comtés voisins se joignirent à l'effort. Rowan coordonnait l'ensemble depuis une tente de commandement installée au pied de la montagne. Des cartes couvertes de grilles de recherche tapissèrent les tables, se complexifiant chaque jour un peu plus. Les familles des disparus appelaient sans cesse. Elles demandaient des nouvelles, des réponses, un espoir qui devenait de plus en plus difficile à maintenir à chaque heure qui passait. Le 2e véhicule fut retrouvé le 2e jour. Même scénario. Abandonné. Clé à l'intérieur, aucune trace de sang, des fusils laissés sur place, du matériel éparpillé. Le GPS indiquait que le dernier point enregistré se trouvait à plusieurs kilomètres de l'endroit où le véhicule était stationné, comme si le conducteur s'était désorienté, avait fait demi-tour et s'était retrouvé dans un lieu dénué de toute logique. Le 3e pick-up fut découvert le 4e jour, encore plus profondément dans la forêt, à des kilomètres de tout itinéraire cohérent. Il était garé de travers, dans une posture qui évoquait la panique, la fuite, la précipitation. À l'intérieur de l'un des véhicules, ils trouvèrent un carnet. La dernière entrée était à peine lisible. L'écriture, d'abord soignée, se dégradait en un tracé tremblant, comme écrit sous une secousse incontrôlable. « Il y a quelque chose là-dehors. Il faut partir maintenant. » Un téléphone abandonné indiquait la dernière activité enregistrée 3 jours plus tôt. Une tentative d'appel vers les services d'urgence, pas de signal, pas de connexion, juste l'appel tenté, puis abandonné. Les équipes de recherche commencèrent à faire remonter des observations troublantes, suffisamment étranges pour mettre mal à l'aise des sauveteurs pourtant aguerris. Les chiens suivaient une piste en montée sur des kilomètres, puis s'arrêtaient net. Ils tournaient en rond, désorientés, comme si la trace s'était interrompue brusquement, comme si la personne avait tout simplement disparu dans l'air, emportée par quelque chose qui n'avait laissé aucune empreinte. Les spécialistes du pistage découvrirent des traces de bottes qui racontaient une autre histoire. Les hommes avaient bien couru à l'aveugle dans la forêt, de nuit. Ils trébuchaient sur les racines, dévalèrent des pentes, se relevaient, repartaient en courant. On relevait des signes de chute, branches brisées, sol retourné,
rochers maculés de sang, là où quelqu'un s'était ouvert la tête. Mais rien n'indiquait ce qu'il fuyait. Un chef d'équipe transmit un message radio. La frustration perceptible dans sa voix, c'est comme s'il s'était évaporé. On a leur matériel, on a des traces qui prouvent qu'ils étaient là, et puis plus rien. Comme s'ils avaient discouru hors du monde. Le 6e jour, l'opération fut réduite. Le comté ne pouvait plus justifier l'engagement de telles ressources. La police de l'État commençait à poser des questions sur les coûts et sur la probabilité de retrouver quelqu'un en vie. Les familles réclamèrent des réponses que personne n'était en mesure de fournir. Le 6e jour, le shérif Rowan resta debout, dans la tente de commandement, immobile, devant la carte. Près de 100 km² fouillés, des centaines d'heures cumulées, 3 véhicules retrouvés, du matériel récupéré, mais aucun corps, aucune piste menant à une conclusion claire. Il prit la décision de suspendre les recherches actives. Si quelqu'un tombait sur un indice, les équipes interviendraient. Mais le quadrillage systématique prenait fin. 3 semaines plus tard, une garde forestière nommée Rachel Foster inspectait des dégâts causés par un incendie dans la forêt nationale adjacente. Elle se trouvait à près de 8 km de la limite de la propriété Whitaker, en train de marquer des arbres morts destinés à l'abattage lorsque son chien se mit à aboyer en direction d'un ravin. L'animal était entraîné, pour la recherche, discipliné, pas sujet aux fausses alertes. Rachel descendit avec précaution, utilisant racines et rochers pour s'assurer des prises. Le ravin était abrupt, encombré de troncs morts et d'une végétation dense. Elle trouva d'abord une botte, toujours lacée, séparée de son propriétaire, puis un sac à dos, éventré, son contenu dispersé par les animaux. Et enfin quelque chose qui la fit saisir sa radio, les mains tremblantes. La scène fut confiée à la police de l'État. 4 corps, disséminés sur près de 5 km de terrain, tous dans le même bassin de drainage. Le médecin légiste arriva par hélicoptère. L'évaluation initiale dura 6 heures. Le détective Alan Brooks, 50 ans, enquêteur d'État qui pensait avoir tout vu, fut confronté à quelque chose de nouveau. Il présenta les premiers éléments à Rowan. Les corps sont là depuis au moins 2 semaines, peut-être 3. La cause principale du décès semble être l'exposition, l'hypothermie. Mais il y a des anomalies. Quelles anomalies ? Demanda Rowan, bien qu'il se doutât déjà de la réponse. Brooks sortit une tablette montrant les emplacements des corps sur une carte topographique. Ils sont morts à peu près au même moment, à quelques heures d'intervalle selon la décomposition, mais à des endroits différents, répartis sur plusieurs kilomètres. C'est inhabituel pour des décès par exposition. En général, les gens meurent là où ils s'arrêtent. Eux, ils étaient encore en mouvement. Rowan étudia la carte. Les 4 emplacements indiquèrent la même chose. Les hommes s'éloignaient de la limite de la propriété Whitaker. Rapidement. En courant. En fuite. Le terrain qu'ils avaient traversé durant leurs dernières heures était impitoyable. Des pentes raides, une forêt dense, un environnement dangereux, même de jour. La nuit, c'était presque suicidaire. Brooks désigna les rapports de blessures. Cheville fracturée, doigt cassé lors de chute, lacération profonde causée par une course à travers des broussailles épaisses. Ces hommes ne marchaient pas, ils fuyaient. Comme si quelque chose les poursuivait, murmura Rowan. Exactement. Et la cause de la mort ? Brooks secoua lentement la tête. C'est là que ça devient étrange. Aucune blessure par balle, aucun traumatisme contondant fatal, aucune arme blanche, aucun signe évident d'agression. Il marqua une pause. La toxicologie prendra des semaines, mais les premiers examens montrent des taux anormalement élevés de cortisol et d'adrénaline. Ces hommes étaient terrifiés au moment de mourir. Ils ont couru jusqu'à l'épuisement, dans le noir. Ils sont tombés, se sont relevés, ont recommencé à courir, jusqu'à ce que leur corps lâche. Rowan observa à nouveau la carte, un terrain escarpé, hostile, mortel la nuit. Pourtant, ce n'étaient pas des novices, dit-il. Ils savaient survivre ici. Brooks acquiesça. C'est ce qui rend l'affaire si troublante. Ce n'étaient pas des touristes paniqués, c'étaient des professionnels, rompus à l'arrière-pays. Rowan posa la question qui restait. Et le 5e ? Samuel Crowe est toujours porté disparu. Brooks observa le schéma formé par les corps. S'il a suivi la même trajectoire, il peut se trouver n'importe où dans un rayon de 15 km. Ou il a pu partir dans une direction totalement différente. Il releva les yeux. Nous continuerons à chercher, mais vu le terrain et le temps écoulé,
Les chances de le retrouver vivant sont nulles. Cette nuit-là, Rowan resta seul dans son bureau, incapable de lâcher l'affaire. Il ressortit le rapport initial, le superposa au dossier de disparition, étudia la carte indiquant l'emplacement des corps. Les 4 hommes se trouvaient sur des terres fédérales au moment de leur mort. Mais l'analyse du relief suggérait clairement qu'ils étaient entrés depuis la propriété Whitaker, et qu'ils s'en éloignaient lorsqu'ils avaient succombé. Il ouvrit son ordinateur portable et lança une vérification plus approfondie sur Mara Whitaker. Dernière adresse connue, Norfolk. Historique professionnel, Department of Defense, détails expurgés. C'était loin d'être anodin. Le DoD ne masquait pas les informations pour de simples postes administratifs. Rowan creusa davantage, cherchant le moindre élément capable d'expliquer qui elle était réellement. Il tomba sur un article de presse daté de 2017, un membre local des Navy Seals honoré pour des opérations antiterroristes. Aucune photo, aucun nom. Tous les détails classifiés. Mais la date et le lieu correspondaient exactement à sa période de service. Un autre article suivit en 2018. La Navy annonçait une révision des règles d'engagement après une opération controversée. Un membre d'une équipe SEAL blanchi de toute faute. Là encore, les noms avaient été supprimés. Et là encore, les dates coïncidaient avec sa libération du service. Rowan tenta d'accéder aux dossiers militaires officiels. Il se heurta à un mur, classifié, scellé, inaccessible aux forces de l'ordre local sans habilitation fédérale. Mais une anomalie subsistait enfouie dans une base de données du Congrès. Une nomination à la Medal of Honor, rétrogradée en Navy Cross. Le bénéficiaire n'était désigné que par une ligne laconique, Chief Petty Officer, T.R. Whitaker. La citation était entièrement caviardée. Ce qu'elle avait accompli était si sensible que même la description de ses actes constituait un risque pour la sécurité nationale. Rowan s'adossa à son fauteuil et fixa l'écran. Il comprenait désormais. Mara Whitaker n'était pas simplement une vétérane. Elle était un fantôme. Quelqu'un qui avait opéré à des niveaux que la plupart des gens ignoraient jusqu'à l'existence. Formé pour neutraliser des menaces avec une précision chirurgicale et disparaître sans laisser de traces. Quelqu'un qui comprenait le terrain, la psychologie et la peur au point de transformer une montagne en arme. Il regarda de nouveau la carte, la disposition des corps, la manière dont ces hommes étaient morts, fuyant, terrorisés par quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu et qu'ils n'avaient jamais pu semer. Il savait ce qui s'était passé, mais savoir n'était pas prouvé. Le lendemain matin, il reprit la route vers la propriété, seul, pas d'adjoint, pas de renfort. Ce n'était pas une visite officielle. Il la trouva une fois encore en train de fendre du bois, le même rythme régulier, les mêmes gestes précis. Chaque coup porté exactement au bon endroit. Elle le vit approcher, posa la hache et s'essuya les mains sur son jean. Ils s'assirent sur le porche sans parler pendant un long moment. Finalement, Rowan rompit le silence. On les a trouvés. 4 corps. Dans la forêt nationale, à environ 8 km de votre limite. Il marqua une pause. Le médecin légiste conclut à une mort par exposition, hypothermie. Ils se sont désorientés, séparés, paniqués. Elle hocha légèrement la tête. J'ai entendu les hélicoptères. Sa voix ne trahissait aucune émotion, ni soulagement, ni inquiétude, juste un constat. Rowan poursuivit. Le terrain où il se trouvait est impitoyable, facile de perdre ses repères la nuit, surtout si quelque chose vous a effrayé. Il la regarda attentivement. Vous connaissez ce terrain. Vous parcourez votre propriété chaque matin. Vous connaissez chaque crête, chaque vallée. Elle répondit doucement. Je connais ma propriété, pas la forêt nationale. Rowan sortit un dossier de sa sacoche. Il avait passé la nuit à préparer cet échange. J'ai fait des recherches. Navy Cross. Opération SEAL. Syrie, 2017. Il ouvrit le dossier. 9 otages libérés, 7 cibles neutralisées. La citation est presque entièrement masquée. Mais ce qui reste raconte une histoire. Elle ne réagit pas, n'infirma rien, ne confirma rien. Elle attendait. Extraction classifiée à Deir ez-Zor, continua Rowan. Vous étiez la tireuse principale. 7 cibles en 90 secondes, à travers une tempête de sable, depuis des positions qui exigeaient 3 déplacements sans être détectés. Il se pencha légèrement vers elle. Voilà ce que je pense qu'il s'est passé ici. Ces hommes sont entrés sur votre terrain. Ils vous ont harcelé. Ils vous ont menacé.
Il marqua une pause. Et quand la loi n'a pas pu vous protéger, vous vous êtes protégé vous-même. Pas par la violence, par la peur. Vous avez fait croire à 5 chasseurs expérimentés que quelque chose les traquait. Le silence s'étira entre eux. Le vent parcourait les pins. Au loin, un corbeau lança un cri rauque. Enfin, elle parla. « Y a-t-il une question, shérif ? Avez-vous tué ces hommes ?» Elle soutint son regard sans hésiter. « Non, je n'ai pas tué ces hommes. Ce n'était pas un mensonge. Techniquement, c'était parfaitement exact. Avez-vous fait quoi que ce soit ayant conduit à leur mort ?» Sa réponse fut mesurée, précise, juridiquement irréprochable. J'ai défendu ma propriété dans le cadre de la loi. Je n'ai jamais tiré sur qui que ce soit. Je n'ai jamais posé la main sur une autre personne. Elle marqua un temps. Ce qui leur est arrivé s'est produit sur des terres fédérales, à des kilomètres de ma limite. Ils ont choisi de fuir. Ils ont choisi de paniquer. Je ne peux pas contrôler les décisions que prennent des gens lorsqu'ils réalisent qu'ils ont commis une erreur irréparable. Rowan se leva et referma son dossier. Pour ce que ça vaut, ces hommes avaient des antécédents. Logan Pierce, 3 arrestations pour violence conjugale. Ethan Rowe faisait l'objet d'une enquête pour trafic illégal de gibier. Ils n'étaient pas de bonnes personnes, dit-elle doucement, mais c'était moins des personnes. Rowan se dirigea vers son véhicule, puis s'arrêta à mi-chemin. Une dernière chose, cette Medal of Honor rétrogradée, j'ai lu entre les lignes. Il se retourna. 7 cibles en 90 secondes. Vous avez sauvé 9 personnes ce jour-là, et le pays n'a jamais pu vous remercier publiquement. Il la regarda droit dans les yeux. Alors je le ferai. Merci pour votre service, Chief Petty Officer Whitaker. Elle inclina la tête une seule fois. Rowan monta dans son véhicule. Avant de refermer la portière, il ajouta « S'il existe des rapports, des journaux, des traces de communication, ce serait le bon moment pour s'assurer qu'ils n'existent plus. » Le moteur démarra. Leurs regards se croisèrent. Elle comprit. « C'est déjà réglé. » Il hocha imperceptiblement la tête, puis repartit. Lorsque son véhicule disparut dans les lacets de la montagne, Mara rentra dans la cabane. Elle ouvrit le tiroir contenant le téléphone satellite. Un seul appel, sortant, figurait dans l'historique. 4 jours plus tôt. Durée, 4 minutes, un contact enregistré, un numéro, toujours aucun nom. Elle fixa l'écran longuement. Puis elle effaça le journal d'appel, retira la carte SIM, ôta la batterie. Elle sortit avec les pièces dans la main. À l'extérieur, elle prit une pierre et réduisit la carte SIM en fragments trop petits pour permettre la moindre récupération de données. Elle enterra ensuite les morceaux séparément dans son potager, à plusieurs mètres les uns des autres, sous l'endroit où des plants de tomates pousseraient au printemps. 6 semaines plus tard, le corps de Samuel Crowe fut découvert à près de 30 km de là, de l'autre côté de la frontière de l'État, dans le Montana. Le rapport parvint par les canaux officiels. Attaque d'ours, corps partiellement consommé. Les blessures étaient compatibles avec une course désespérée dans une forêt dense, de nuit, fractures multiples, lacérations profondes dues aux chutes, signes d'hypothermie sévère avant l'intervention de l'animal. Le médecin légiste nota que les blessures défensives étaient assez minimes. La victime avait probablement déjà perdu connaissance, morte ou mourante, lorsque la nature avait achevé ce que la terreur avait commencé. La conclusion officielle fut ajoutée au dossier. 5 chasseurs expérimentés sont entrés de nuit sur un terrain difficile. Ils se sont séparés, ont paniqué et ont succombé aux éléments. Accident tragique, dossier clos. Mais dans les bars et les relais de chasse, là où les hommes se retrouvent pour raconter des histoires, un autre récit prit forme. Un récit qui serait répété pendant des années. Celui de 5 hommes qui avaient franchi une clôture, qui avaient ignoré les avertissements, qui avaient menacé une femme qu'ils croyaient sans défense, et de ce qui s'était produit lorsque cette femme avait utilisé des compétences pour lesquelles l'État avait dépensé des millions, transformant 72 heures en un cauchemar qui s'était terminé par 5 morts sans qu'un seul coup de feu ne soit tiré. 6 semaines après la découverte du dernier corps, le journal local publia un titre discret. Des braconniers périssent en zone montagneuse. Décès par exposition jugée accidentelle. L'article était bref, clinique, strictement factuel. 5 hommes avaient pénétré dans un terrain qu'ils ne connaissaient non pas. Les conditions météorologiques s'étaient dégradées.
Les communications avaient échoué. Les opérations de recherche avaient été vastes, mais avaient fini par devenir des opérations de récupération. Le coroner du comté présenta ses condoléances aux familles. Le bureau du shérif refusa tout commentaire supplémentaire. Le dossier fut clos avec la finalité bureaucratique de documents classés, puis oubliés. Mais dans les bars et les dîners de la vallée, dans les camps de chasse et les stations des services forestiers, une autre version circulait. Elle se transmettait à voix basse, autour d'un café, par des regards entendus, entre des gens qui vivaient dans ces montagnes, et qui savaient et reconnaître ce que les rapports officiels ne pouvaient pas écrire. 5 hommes étaient montés sur le terrain de cette femme, des professionnels, des chasseurs qui arpentaient ces montagnes depuis 15 ans. Ils avaient ignoré les panneaux. Ils avaient ri des avertissements. 3 jours plus tard, ils couraient dans la forêt, de nuit, terrifiés par quelque chose que personne ne pouvait nommer. 4 moururent d'exposition. Le 5e fut retrouvé à près de 30 km de là, partiellement dévoré par un ours, après que l'hypothermie l'eut déjà emporté. La question que personne ne posa officiellement, mais que tous se posèrent en silence, était simple. De quoi fuyait-il ? Le rapport du médecin légiste mentionnait des taux élevés de cortisol et d'adrénaline, des marqueurs physiologiques d'une peur extrême. Ce n'étaient pas des hommes qui s'étaient perdus et avaient calmement succombé au froid. C'étaient des hommes traqués par quelque chose qui ne les avait jamais touchés, mais qui les avait poussés à l'épuisement et à la mort par la seule force de la terreur. Les détails filtrèrent lentement dans la communauté, des empreintes montrant qu'ils couraient et non qu'ils marchaient, du matériel abandonné à des endroits incohérents. Le journal de l'un d'eux, dont la dernière paraphrase ne contenait que 3 mots. Il y a quelque chose. Une écriture qui passait d'un tracé net à une griffonnade presque illisible. Les services forestiers mirent discrètement à jour leurs cartes, ajoutant des annotations suggérant la prudence à proximité de la propriété Whitaker. Sur les forums de chasse, les avertissements se multiplièrent. Quoi que vous fassiez, ne franchissez pas cette clôture. La femme qui vit là-haut n'est pas ce qu'elle semble être. Le détective Alan Brooks, de la police de l'État, consacra encore 3 semaines à tenter de trouver un élément exploitable. Il interrogea toutes les personnes ayant connu les hommes décédés. Il réexamina chaque pièce à conviction. Il creusa les antécédents autant que les restrictions liées au secret défense le permettaient. Il ne trouva rien. Aucune arme utilisée, aucun contact physique, aucune menace formulée. Seulement une femme qui avait documenté des mois de harcèlement, déposé des plaintes officielles, puis était restée sur sa propriété pendant que 5 hommes y pénétraient, avant de mourir sur des terres pétimères fédérales, à des kilomètres de là. Son rapport final conclut sans ambiguïté. Décès accidentel par exposition. Aucune preuve d'activité criminelle, dossier clos. Mais Brooks ajouta une note personnelle, destinée à ne jamais figurer dans les archives officielles. Une observation pour quiconque, un jour, relirait ce dossier en se demandant ce qui s'était réellement passé. À mon avis professionnel, ces hommes ont rencontré sur ou à proximité de la propriété Whitaker quelque chose qui a provoqué une détresse psychologique extrême. Qu'il s'agisse d'un prédateur naturel, d'un danger environnemental ou d'une intervention humaine ne peut être déterminé sur la base des éléments disponibles. Ce qui est certain, c'est que des hommes expérimentés ont manifesté un comportement de panique incompatible avec leur formation et leur vécu. Ce qui était certain, c'est que des hommes aguerris, cumulant des décennies d'expérience en milieu sauvage, avaient manifesté un comportement de panique totalement incompatible avec leur formation et leur vécu. La note fut classée à part, marquée réservée à un examen interne, puis progressivement ensevelie dans les archives, où elle prit place parmi des milliers d'autres dossiers récalcitrants à toute explication simple. Le printemps arriva sur la chaîne des Absaroka, avec la lenteur propre aux hautes altitudes. La neige se retira d'abord des prairies basses, dévoilant une herbe restée en sommeil pendant des mois. Des fleurs sauvages apparurent par taches de violet et de jaune. Les cerfs revinrent paître dans les clairières, prudents mais obstinés. Mara Whitaker parcourait toujours la limite de sa propriété, comme elle l'avait toujours fait. Elle vérifiait chaque poteau, chaque panneau, notant tout dans son carnet usé. Mais quelque chose avait changé. Et ceux qui connaissaient vraiment ces montagnes le voyaient immédiatement.
Les empreintes de bottes qui traversaient autrefois sa clôture avaient disparu. Les images des caméras montraient désormais des chasseurs s'approcher de la limite, lire les panneaux, puis faire demi-tour sans discuter. Certains prenaient même des photos des avertissements comme pour prouver leur bonne foi. D'autres faisaient ni de larges détours, ajoutant des kilomètres à leurs itinéraires plutôt que de risquer une intrusion, même accidentelle. Les sentiers empruntés par la faune connurent une activité accrue. Les wapitis, absents depuis des années, retrouvèrent leur route migratoire traditionnelle. Les loups, chassés par la présence humaine, reprirent des territoires qu'ils avaient abandonnés. La montagne guérissait, d'une manière que les chiffres pouvaient mesurer, mais que les rapports peinaient à expliquer. Mara s'arrêta devant un tronçon de clôture où quelqu'un avait ajouté un avertissement non officiel. Le graffiti était grossier, mais le message limpide « Faites demi-tour, propriété privée ». Elle ne plaisante pas. En dessous, d'une autre écriture, quelqu'un avait ajouté « 5 hommes n'ont pas écouté, 5 hommes sont morts ». Elle observa ces mots un long moment. Elle ne les effaça pas, ne les recouvrit pas. Ils remplissaient une fonction qu'elle n'avait jamais cherchée, mais qu'elle n'allait pas empêcher. Le poteau restait droit, les panneaux intacts. Pas un seul n'avait été endommagé depuis 6 mois. La montagne avait appris quelque chose que ni la loi ni la logique ne pouvaient enseigner. Les limites Squatchami sont réelles quand quelqu'un est prêt à les rendre réelles. 6 mois après les événements, le bar local était plein, un vendredi soir. Les chasseurs se rassemblaient pour préparer la saison d'automne, comparer les règlements, échanger des conseils. Les murs étaient tapissés de photos prises sur plusieurs décennies, prises impressionnantes, trophées, groupes d'hommes fiers de leurs exploits. Mais parmi les clichés récents, une absence frappait. Plus personne n'affichait de photos du secteur Whitaker. Les conversations autour des tables en bois usé étaient animées, météo, déplacement du gibier, équipement. Mais dès que quelqu'un mentionnait le secteur Ridge, la zone englobant la propriété, les voix baissaient. Au fond du bar, 2 hommes étudiaient une carte étalée sur une table marquée par les années. Le plus jeune, 25 ans tout au plus, avait l'assurance de ceux qui ont grandi avec un fusil à la main, sans encore avoir appris les leçons les plus dures de la montagne. Il traça du doigt un itinéraire qui longeait la limite de la propriété. Le chasseur plus âgé, buriné, marqué par 30 années passées dans ces montagnes, lui attrapa le poignet assez fort pour l'arrêter. « Ne fais pas ça. »« Pourquoi ?» protesta le jeune. « On passerait juste à côté, on resterait côté forêt nationale. C'est légal. » L'homme plus âgé secoua la tête lentement. « Tu ne connais pas l'histoire. »« Quelle histoire ? Tout le monde parle de cette femme comme si c'était un monstre. C'est juste quelqu'un qui possède un terrain. On ne ferait rien de mal. Quel est le problème ?» L'ancien prit une longue gorgée de bière avant de répondre. 5 hommes sont montés là-haut il y a 18 mois, les meilleurs chasseurs du comté. Logan Pierce guidait depuis 20 ans. Samuel Crow pouvait suivre n'importe quelle piste. Il baissa la voix. Des professionnels. Ils traversèrent ce terrain depuis des années, bien avant qu'elle ne l'achète. Ils pensaient qu'une femme vivant seule ne pourrait rien faire. Elle a porté plainte. Rien ne s'est passé. Ils sont revenus, plus arrogants. Il marqua une pause. Puis une nuit, ils sont allés jusqu'à sa cabane. Ils ont vandalisé. Ils l'ont menacé. 3 jours plus tard, les 5 avaient disparu. Le jeune fronça les sourcils. Leurs véhicules ont été retrouvés, du matériel abandonné, puis 4 corps, dispersés sur plusieurs kilomètres de forêt nationale, tous morts d'exposition, selon le médecin légiste. Alors pourquoi tout le monde agit comme si elle avait fait quelque chose ? L'homme plus âgé se pencha vers lui. Parce que ce n'étaient pas des hommes qui se perdent, ils connaissaient ces montagnes. Il laissa ces mots s'installer. Mais quelque chose les a fait courir. Quelque chose qui leur a fait abandonner leurs armes, leurs véhicules, leur expérience et fuir dans la nuit. Le jeune regarda la carte sans parler. L'ancien conclut simplement « Dans ces montagnes, quand quelqu'un te dit de ne pas franchir une limite, tu ferais bien d'écouter. » Ils coururent jusqu'à ne plus pouvoir courir, jusqu'à ce que leur corps lâche. Et ce qu'ils fuyaient n'a jamais tiré un coup de feu, n'a jamais posé la main sur eux, n'a laissé aucune trace. Rien que le shérif aurait pu examiner, mesurer ou consigner dans un rapport. Le plus jeune chasseur demanda à voix basse « Alors, qu'est-ce qu'elle était, au juste ?» L'homme plus âgé répondit sans hésiter. « Ancienne militaire,
Opération spéciale, Navy Seal, le genre de personne qui passe 12 ans à apprendre comment éliminer une menace sans laisser de preuves. Il tapota la carte du doigt. Elle a quitté le service et a acheté l'endroit le plus isolé qu'elle pouvait trouver parce qu'elle voulait qu'on la laisse tranquille. Il indiqua ensuite un itinéraire différent, contournant largement la propriété. C'est ici que nous chassons maintenant, parce que cette femme a tracé une ligne, et elle a montré très clairement ce qui arrive quand on la franchit. Pas par des tribunaux, pas par des avocats, par des conséquences définitives. Le jeune fixa la carte. « Tu crois vraiment qu'elle les a tués ?» L'homme replia la carte avec lenteur. « Je crois qu'elle n'a pas eu besoin de les tuer. Je crois qu'elle les a poussés à se tuer eux-mêmes, par la panique, par la peur. » Il marqua une pause. « Et c'est ça qui est le plus terrifiant. » Ils rangèrent leurs affaires et quittèrent le bar. En partant, l'homme plus âgé ajouta une dernière chose. Certaines leçons s'apprennent à travers les erreurs des autres. Ces 5 hommes ont appris que les limites comptent, que les avertissements ne sont pas des suggestions, qu'une femme seule n'est pas une femme sans défense. Nous, on a la chance d'apprendre tout ça sans en payer le prix. Au bureau des services forestiers, les chiffres parlaient d'eux-mêmes. La garde forestière Rachel Foster se tenait devant une carte indiquant les incidents de braconnage dans tout le district. Les données couvraient 10 années, codées par couleur selon la fréquence et la gravité. Tous les secteurs affichaient une activité constante, sauf un. Le secteur Ridge, qui incluait la propriété Whitaker et la forêt nationale adjacente, montrait des violations régulières depuis 9 ans. Des marqueurs rouges y étaient densément regroupés. Puis, 18 mois plus tôt, il s'était arrêté. Pas progressivement, brutalement. Le secteur était passé de l'un des plus problématiques à 0 incident, en l'espace d'une seule saison. Un autre garde forestier demanda ce qui avait changé. Rachel désigna une date précise sur le graphique. C'est à ce moment-là que Mara Whitaker a acheté la propriété. Quelqu'un demanda si elle pensait que cette femme était responsable de la chute du braconnage. Rachel choisit ses mots avec soin. Je pense que dans ce secteur, les limites ont commencé à compter. Je pense que les gens ont compris qu'il y avait désormais des conséquences. Elle marqua une pause. Quelle qu'en soit la raison, c'est la première année sans braconnage dans ce secteur depuis plus de 10 ans. D'un point de vue de la conservation, c'est indiscutablement positif. Elle afficha d'autres données. Les populations animales ont augmenté de manière mesurable. Les troupeaux d'élands ont repris leur route migratoire traditionnelle. Les meutes de loups ont réinvesti des territoires abandonnés. Même les oiseaux et la diversité végétale montrent des signes de rétablissement. Quoi qu'il se passe sur cette propriété, cela crée un effet refuge. Et les terres Bacoin fédérales adjacentes en bénéficient directement. Le responsable du district étudia les chiffres. Sa réponse fut simple, pragmatique. Tant que ça fonctionne, nous n'intervenons pas. Si ce secteur reste à 0 violation, nous redéployons nos moyens ailleurs. Si la présence de Miss Whitaker dissuade les activités illégales, elle sert notre mission. Il conclut calmement « Nous ne posons pas de questions auxquelles nous ne voulons pas de réponse. » Par un après-midi froid de la fin de l'automne, le shérif Michael Rowan était assis dans son bureau. Il classait les derniers documents liés à l'affaire. Le dossier était épais. Rapports, relevés de recherche, conclusions médico-légales, témoignages qui disaient tout et rien à la fois. Il rangea le tout dans une armoire métallique et la verrouilla. L'adjoint Lucas Hale entra sans frapper. « On va y retourner, là-haut ?» Rowan secoua la tête. « Seulement si elle nous appelle. Et elle n'en aura pas besoin. » Hale s'appuya contre l'encadrement de la porte. « Vous pensez vraiment qu'elle a fait ce que tout le monde raconte ?» Rowan réfléchit un instant. « Je pense que 5 hommes ont ignoré des avertissements parfaitement clairs sur une propriété privée isolée. Je pense qu'ils ont harcelé et menacé une femme qui avait tous les droits légaux de se défendre. » Il se leva et alla jusqu'à la fenêtre. « Je pense qu'ils sont entrés dans un terrain qu'ils croyaient maîtriser et qu'ils ont rencontré quelque chose pour lequel ils n'étaient absolument pas préparés. » Il ajouta, plus doucement, « Je crois que cette femme a reçu une Navy Cross pour des actions si classifiées que même la citation est censurée. Je crois qu'elle a participé à des opérations exigeant à la fois une précision extrême et une froide détermination. Je crois qu'elle a quitté cette vie et acheté l'endroit le plus isolé qu'elle pouvait trouver parce qu'elle voulait la paix.
Il se tourna vers Hale. Et je crois que lorsque des hommes ont violé cette paix, à répétition, et l'ont menacée chez elle, elle a pris une décision. Elle a défendu ses limites avec les compétences qu'elle possédait. Que cette défense ait été active ou passive, le résultat est le même. Il marqua une pause. 5 hommes sont entrés sur sa propriété après des mois d'avertissement. 3 jours plus tard, ils étaient morts. Pas à cause de balles, mais à cause d'une peur qui les a poussés à courir jusqu'à l'effondrement. Hale resta silencieux. Donc, on laisse tomber ? Rowan se retourna. Que voudrais-tu que je fasse ? L'arrêter pourquoi ? Le médecin légiste conclut à une mort accidentelle par exposition. Ils sont morts sur des terres fédérales. Chaque élément matériel va dans ce sens. La seule chose qui suggère autre chose, c'est la chronologie. Et ça, aucun tribunal ne l'acceptera. Il prit un autre dossier sur son bureau. Et regarde qui étaient contre ces hommes. Il referma le dossier doucement. La décision était déjà prise. Logan Pierce comptait 3 arrestations pour violence conjugale. Il avait frappé sa femme au point de l'envoyer à l'hôpital à 2 reprises. Ethan Rowe faisait l'objet d'une enquête pour trafic illégal de viande de gibier. Samuel Crowe avait purgé 2 ans de prison pour coups et blessures aggravées. Ce n'étaient même pas des victimes innocentes. Lucas Hale parcourut le dossier du regard. Donc, ils ont eu ce qu'ils méritaient. Michael Rowan secoua la tête. Ce n'est pas à moi d'en juger. Ce que je dis, c'est que lorsque des prédateurs rencontrent quelque chose de plus haut dans la chaîne alimentaire, l'issue est prévisible. Il referma le dossier. Ces hommes ont passé des années à franchir des limites parce qu'il n'y avait jamais de conséquences. Ils avaient appris que la loi ne pouvait pas les atteindre. Puis ils sont tombés sur quelqu'un qui n'avait pas besoin de la loi, quelqu'un capable de faire respecter ses limites directement. Il marqua une pause. Et ils ont compris trop tard que certaines personnes ne sont pas sans défense simplement parce qu'elles sont seules. Et il fronça les sourcils. Et si elles recommencent ? Rowan répondit sans hésiter. Alors les prochains auront ignoré des panneaux, des avertissements, et une histoire désormais connue de tous. À ce stade, ce n'est plus un échec des forces de l'ordre. Il se leva. C'est la sélection naturelle. L'hiver s'installa plus tôt que prévu. La première chute de neige conséquente arriva à la mi-octobre, recouvrant les sommets et rendant les routes d'accès dangereuses. En novembre, la cabane de Mara Whittaker n'était plus accessible qu'en motoneige ou à pied. L'isolement qu'elle avait recherché devint total. Aucun visiteur imprévu, aucune présence humaine inutile, seulement la montagne, la neige et le silence. Un après-midi, elle se tenait sur le porche tandis qu'un nouveau front arrivait. Une tasse de café fumant entre les mains. Les prévisions annonçaient près de 50 cm de neige. La route serait impraticable pendant au moins 1 semaine. Elle avait des réserves pour 3 mois. Le générateur était entretenu, le bois empilé. Elle était prête à l'isolement d'une manière que peu de gens pouvaient imaginer. Un véhicule apparut, peinant dans la neige. Elle le reconnut avant qu'il n'atteigne la clairière. Michael Rowan, seul, au volant d'un camion lourd, chaîne aux 4 roues, le seul à être revenu depuis les événements, le seul à savoir ou à soupçonner suffisamment pour que cela revienne au même, et à avoir choisi de détourner le regard. Elle attendit pendant qu'il se gara et monta les marches, une petite boîte à la main. Il ne parla pas tout de suite, il la lui tendit simplement. À l'intérieur se trouvait sa Navy Cross, montée et encadrée correctement, avec la citation officielle visible sous la médaille. Pour héroïsme exceptionnel lors d'opérations de combat, pour des actions sous le feu ayant permis l'extraction réussie de 9 otages civils, pour un courage démontré face à des forces ennemies écrasantes. Elle avait gagné cela par le sang, la compétence et la volonté d'accomplir ce que d'autres ne pouvaient pas faire. « Comment avez-vous réussi ça ?» demanda-t-elle doucement. « Disons que certaines personnes ont passé quelques appels. Votre dossier était scellé pour des raisons de sécurité opérationnelle, mais assez de temps s'est écoulé. La Navy n'oublie pas ses décorés. » Il désigna le cadre. « Ils ont accepté que ceci soit rendu public, avec les caviardages nécessaires. Je me suis dit que vous devriez l'avoir. Pas caché dans un tiroir, mais ici, là où vous pouvez la voir. » Elle observa le métal sans le sortir de son écrin. Il représentait un jour dans le désert. 7 tirs, 9 vies sauvées et la perte de la femme qui avait été sa tireuse d'appui et sa plus proche amie.
Il représentait des années de service qui lui avaient coûté plus que ce que quiconque n'ayant jamais vécu cela pourrait comprendre. « Je ne voulais pas de reconnaissance, dit-elle, je sais, mais vous l'avez mérité. » Il ajouta, plus doucement, « Et surtout, vous avez le droit de choisir ce que vous en faites, l'exposer, la cacher, la brûler. C'est votre décision. » Il glissa ensuite la main dans sa veste et sortit une seconde enveloppe. Celle-ci était différente, personnelle, papier fin, de qualité. Aucun en-tête officiel, seulement une adresse manuscrite en Virginie. Elle l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, une simple carte. L'écriture était précise, masculine, sans fioriture. Elle la reconnut immédiatement, bien qu'elle ne l'ait pas vue depuis des années. Limite tenue, mission accomplie. Kane serait fier. F, rien de plus. Aucune signature, sinon cette initiale. Mais elle connaissait ce numéro. L'appel de 4 minutes passé depuis le téléphone satellite, dans l'obscurité, avant de monter dans la montagne. Pas pour demander de l'aide, pas pour un renfort, pour une confirmation, pour une évaluation tactique. Le colonel Raymond Albrook, ancien partenaire de Kane pendant la guerre froide, l'homme qui avait aidé à cartographier ses lignes de vue des décennies plus tôt. Celui qui lui avait dit, pendant cet appel bref, que le terrain ferait le travail si elle se positionnait correctement, que la peur était plus efficace que la force, qu'elle n'aurait pas besoin de tirer. Elle l'avait appelé non parce qu'elle ignorait quoi faire, mais parce qu'elle avait besoin d'entendre, de la bouche de quelqu'un qui avait déjà fait des choses similaires dans des circonstances similaires, que ce qu'elle s'apprêtait à faire n'était pas un meurtre. C'était de la défense. Et qu'il y avait une différence. Elle plia la carte et la déposa dans le foyer. Elle observa le papier se recroqueviller, noircir. Les bords prirent feu. Les mots disparurent en cendres. Aucune preuve, aucun lien. Rowan regarda brûler la carte sans faire de commentaire. Puis il lui tendit une troisième enveloppe. La dernière enveloppe provenait de la commission départementale de la faune et de la flore. La lettre était formelle, tapée sur papier à en-tête officielle, signée par 3 commissaires. Elle la remerciait pour sa coopération dans la réduction des activités de braconnage dans le secteur Ridge. 18 mois sans le moindre incident. Une première depuis plus de 10 ans. La lettre soulignait que le rétablissement de la faune était désormais mesurable et significatif. La commission souhaitait reconnaître officiellement sa contribution aux efforts de conservation dans la région. Elle lut la lettre 2 fois. « Il me remercie d'avoir acheté un terrain », dit-elle simplement. Michael Rowan s'appuya contre la rambarde du porche. « Il vous remercie d'avoir rendu les limites réelles, d'avoir montré que certaines lignes ne sont pas des suggestions, que l'isolement ne signifie pas vulnérabilité. » Il marqua une pause. « Ils ne peuvent pas le dire ainsi. Ils ne peuvent pas reconnaître ce que tout le monde sait, mais ils comprennent que votre présence a changé l'équilibre ici. Le braconnage a cessé, la faune se rétablit, la forêt est en meilleure santé. Quelle que soit la manière dont ce résultat a été obtenu, ils en reconnaissent la valeur. » Elle reposa la lettre. Les conséquences étaient leur choix. J'ai installé des panneaux, j'ai déposé des plaintes, j'ai documenté des mois de harcèlement. Ils ont décidé que les avertissements ne s'appliquaient pas à eux, qu'une femme seule ne pouvait pas faire respecter des limites. Ils avaient tort. Rowan hocha la tête. Aujourd'hui, votre clôture est traitée comme si elle était électrifiée. Personne ne s'en approche sans autorisation. Personne ne la remet en question. Personne ne la franchit. Je n'ai reçu aucune plainte pour intrusion dans ce secteur depuis 18 mois. C'est sans précédent. Il fit mine de partir puis s'arrêta. Les hommes qui sont morts, les dossiers officiels parlent d'accidents, d'expositions, de mauvaises décisions prises dans de mauvaises conditions. Et c'est ainsi que cela restera, dans chaque rapport, dans chaque archive. Il la regarda, mais je voulais que vous sachiez ceci. Personne d'autre ne refera leurs erreurs. L'histoire s'est répandue. Votre terrain est devenu un lieu qu'on évite. Pas à cause de ce que l'on sait avec certitude, mais à cause de ce que tout le monde soupçonne. Et parfois, le soupçon est plus efficace que la preuve. « Que soupçonnent-ils » demanda-t-elle. « Qu'ils ont eu affaire à exactement ce que votre dossier militaire laisse entendre, » répondit Rowan. « Une personne formée à neutraliser des menaces avec précision et sans laisser de traces. Quelqu'un qui comprend comment utiliser le terrain, la psychologie et la peur comme des armes plus puissantes que les balles.
Ils soupçonnent que 5 hommes ont franchi votre clôture et que vous leur avez fait croire qu'ils étaient traqués jusqu'à ce que la terreur les pousse à la mort sans que vous n'ayez jamais tiré. Il conclut doucement. Et que ce soit vrai ou non, cela produit le même effet, cela éloigne les gens. Il descendit les marches. Avant de monter dans son camion, il se retourna une dernière fois. « Merci pour votre service, Chief Petty Officer Whittaker. » Les 2 fois. La première, quand vous portiez l'uniforme et sauviez des vies sous le feu. La seconde, quand vous avez tracé une ligne ici et que vous lui avez donné un sens. Cette montagne se porte mieux grâce à vous. Ce comté aussi. Et ceux d'entre nous qui comprennent ce qui s'est réellement passé vous en sont reconnaissants, même si nous ne pourrons jamais le dire officiellement. Elle inclina la tête une seule fois. Il repartit. Les traces nitroires de pneus furent presque aussitôt recouvertes par la neige fraîche. 1 heure plus tard, elles avaient disparu, comme s'ils n'étaient jamais venus. Elle resta à regarder jusqu'à ce que le camion se fonde dans le paysage, puis rentra. La cabane était chaude, le feu brûlait régulièrement. La lumière de la lampe dessinait des ombres familières sur les murs. Elle posa la Navy Cross sur le manteau de la cheminée avec un soin mesuré. À côté se trouvait la photographie, restée trop longtemps, face contre bois. Elle la prit et l'observa. Nora Whitfield souriait depuis le cadre, figée dans un instant de jeunesse, de confiance et de camaraderie née du danger partagé. Mara leva sa tasse de café en un salut silencieux, aux morts qui avaient gagné le repos, aux vivants qui avaient appris ce que signifiaient les limites, à la montagne qui gardait ses secrets, et à la paix, quel qu'ait été son prix. La dernière lueur du jour s'éteignit dehors. Les étoiles apparurent dans le ciel clair et glacé. Elle s'assit près du feu, la photographie de Nora visible sur le manteau, à côté de la Navy Cross. 2 rappels de ce qu'elle avait été, 2 reconnaissances d'un passé qui méritait d'être honoré, même lorsqu'il pesait lourd. Dehors, la neige continuait de tomber. La montagne s'installa dans le silence de l'hiver. Et les limites, testées, contestées, puis imposées, tinrent bon, marquées par des panneaux que tout le monde comprenait désormais parfaitement. Certaines leçons s'écrivent dans des livres, d'autres s'écrivent dans la pierre et la neige. Elle avait appris les 2, et désormais, ses limites enseignaient les autres. Respectez-les, honorez-les, franchissez-les à vos risques et périls. Car les choix, surtout ceux faits en défiance d'avertissements clairs, ont des conséquences que nul ne peut éviter ni contester. La clôture se dressait droite dans l'obscurité. Les panneaux restaient lisibles, même sous la neige. Et la femme qui avait tracé ces lignes parcourait chaque matin sa propriété, notant, entretenant et défendant la paix qu'elle avait gagnée par le service, le sacrifice et l'application inflexible de limites que d'autres avaient tenté d'effacer. Le secteur Ridge demeura silencieux. 0 violation, la faune prospéra. Et Mara Whittaker vécut seule sur sa montagne, ayant enfin trouvé la paix qu'elle cherchait lorsqu'elle avait quitté le service et acheté ces hectares de nature sauvage où elle pensait pouvoir disparaître. Elle n'avait pas été oubliée. Elle était devenue une légende, une histoire racontée dans les bars et les camps de chasse, un avertissement transmis entre guides et clients, une leçon apprise par tous, sauf par les 5 hommes qui en avaient eu le plus besoin. Et les nuits d'hiver, lorsque le vent glissait entre les pins et que la neige tombait sans bruit, la montagne se souvenait des limites mises à l'épreuve, des avertissements ignorés, et de la femme qui avait prouvé que la paix a un prix, et qu'elle avait été prête à le payer. Et désormais, tout le monde le savait.